Allez. Bonjour à tous. Je vous propose du coup qu'on démarre tranquillement. Le temps de faire une petite présentation, ça va laisser. C'est comme d'habitude. Ça sera juste le temps dernier de se connecter. Donc, bienvenue et merci de répondre présent pour notre nouveau webinaire des Prairies Fleuries. Bonjour Théo. Salut Fabien, tu vas bien? Ça va et toi? Merci, ça va. Je te laisse peut-être te présenter. Je te remercie. Alors moi, je suis Théo Fontaine. Par contre, tu veux qu'on t'y dépose où tout ça? Je m'occupe du secteur de l'Isère, donc du département de l'Isère pour les collectivités. On les rentre dans la cuisine? De la Drôme et de l'Ardèche pour les collectivités et les paysagistes. Ok, ça marche. Très bien. On fait comme ça, il n'y a pas de souci. Pour ma part, Fabien Duprat, donc je suis technico-commercial, paysagiste et collectivité sur les deux Savoies, donc 73 et 74, et donc je dépends également d'Ecovert Rhône-Alpes. Donc, Ecovert. Ecovert, c'est un réseau qui a été créé en 2003 avec comme spécialité l'agronomie et l'alternative aux tout chimiques. À ce jour, nous sommes partenaires donc des paysagistes et collectivités qui sont nos principaux clients. Ecovert, c'est 8 agences de proximité, une plateforme logistique et une quarantaine de personnes afin de répondre au mieux à vos attentes. Comme je le disais tout à l'heure, donc pour notre part avec Théo, nous dépendons donc d'Ecovert Rhône-Alpes et vous pouvez nous retrouver sur nos dépôts de Chassieux dans le Rhône ou de Porte de Savoie en Savoie. Donc, nous allons pouvoir tranquillement démarrer sur la prairie fleurie, la biodiversité et ses avantages. Voilà. Théo, je te laisse. On va commencer avec quelques généralités sur la prairie fleurie. Fabien, quels sont les avantages de la prairie fleurie? Alors, pour moi, je verrais 3 avantages à la prairie fleurie. Un effet refroidissement naturel. Parce qu'effectivement, que la différence de température entre une surface enherbée et une surface goudronnée ou imperméabilisée est supérieure à 10, voire même 15 degrés. C'est des choses, des prérogatives qui aujourd'hui vont être à prendre en compte, notamment dans les milieux urbains. Donc, la prairie fleurie permet d'y répondre. Un second avantage qui, pour moi, est économique. Alors, économique essentiellement sur l'entretien. Puisque on réduit donc le nombre d'interventions, terminer les 10 à 12 tonnes par an, peut-être 15 tonnes dans certaines régions de France. On est plutôt sur 2 fauches, d'ailleurs nous y reviendrons par la suite. C'est également une économie sur les intrants et sur les produits à apporter, puisque plus de besoin d'engrais, de fertilisants, et une économie en eau, puisque ça c'est une vraie problématique que nous devons tous prendre en compte aujourd'hui, puisqu'une fois la prairie implantée, plus de besoin d'arrosage. Enfin, Fabien, quel est le dernier avantage sur la prairie fleurie? Je vais le dire écologique. Ok. Puisque c'est aussi un lieu ressource pour notre biodiversité, nos pollinisateurs, nos insectes. Ça leur permet de trouver la nourriture, de trouver des lieux refuges. Voilà les principales raisons pour moi d'installer aujourd'hui de la prairie fleurie essentiellement sauvage. Nous reviendrons d'ailleurs par la suite sur les prairies sauvages. Je te laisse peut-être, Théo, nous présenter ce qu'est justement les différentes prairies fleuries. Alors, on distingue. Je comprends pas ce qui se passe, c'est pas vous l'avez pas reçu, Raph, il n'est pas au courant non plus. Les fleurs sauvages, les graminées sauvages qui ont été cultivées. On n'a rien reçu. Alors là, c'est ce qu'elle me dit, elle me dit, mais je comprends pas, la note, elle est partie pendant les vacances. Qui est un peu moins pertinent par rapport à des mélanges sauvages, puisqu'on a moins de nectar, moins de pollen pour ce type de fleurs et de graminées. Donc ça c'est la première catégorie de prairies. Et ensuite on a les prairies sauvages avec des graminées et des fleurs sauvages. J'ai vu avec Raph. Les fleurs qui sont présentes à l'état naturel et où on n'a pas été modifié, génétiquement. Là l'intérêt est beaucoup plus pertinent sur la biodiversité. On a des mélanges qui durent de plus de 10 ans. C'est surtout des espèces qui sont rustiques, des espèces vivaces, où il y a un vrai intérêt pour la biodiversité, pour l'écologie, par rapport aux différents avantages que tu viens d'évoquer, Fabien. Et ça, on va surtout se concentrer durant ce webinaire sur ces mélanges sauvages. Ensuite, on va venir évoquer du coup, alors comme fil rouge, c'est comme vous l'avez compris de ce webinaire, ça va être la biodiversité et le fleurissement. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur ce qui concerne les mélanges que l'on propose chez Ecovert. Donc les mélanges sauvages.
Donc, en fait, les mélanges que l'on propose, il faut savoir qu'ils sont établis avec des experts en environnement, c'est-à-dire des ingénieurs, des agronomes, des écologues. C'est comme ça que sont réalisés nos mélanges de fleurs de prairies sauvages. Ces graminées, les mélanges que l'on propose présentent une large diversité floristique. Nous avons des semences qui sont labellisées végétales locales, Nord-Est, pour environ une cinquantaine d'espèces. Alors, le label végétal local, c'est un label de qualité qui impose aux producteurs, si vous voulez, le respect d'un cahier des charges rigoureux et qui garantit la provenance locale des espèces et leur caractère non horticole. La production de nos semences est réalisée en France. Vous pouvez ensuite voir d'ailleurs sur la prochaine slide. Ici, on s'est amusé avec Fabien à mettre une parcelle de production de marguerite en Alsace. Donc, marguerite fait partie de ces espèces végétales locales de la zone nord-est. Donc voilà pour vraiment les caractéristiques des mélanges sauvages et couverts qu'on propose. Alors, on a fait le choix de Fabien de segmenter notre webinaire en 4 parties. La première, c'est favoriser la biodiversité, donc on va revenir dessus tout de suite. Ensuite, on va présenter les différents mélanges de la gamme de prairies sauvages et couverts. Ensuite, on va parler de réintroduire la biodiversité. Donc là, on va se concentrer sur les mélanges spécifiques, les mélanges mellifères. Ensuite, on abordera les gazons fleuris avec l'aspect aménagement, l'alternative à la prairie fleurie. Et enfin, on évoquera plus généralement les techniques de semis et les périodes, notamment, pour garantir la réussite de votre semis de prairie. Fabien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les prairies fleuries? En quoi les prairies fleuries favorisent les prairies sauvages, la biodiversité? Alors, je vais effectivement tenter de vous expliquer donc la biodiversité, les différents mélanges qu'on peut vous proposer. Avant tout ça, juste un petit clin d'œil à nos amis de Normandie, où là, on peut voir donc un mélange champêtre qui est mis en place donc sur une seconde année. On voit bien là la diversité des fleurs et des graminées. Et donc, comme Théo en parlait avant, on a vraiment 3, même 4 mélanges un petit peu phares, donc proposant énormément de biodiversité et avec différentes caractéristiques. Je veux démarrer tout d'abord par le sédamique champêtre, qui est un mélange à 50% de fleurs et 50% de graminées sauvages. C'est un mélange qui a un développement végétal assez modéré, mais par contre un système racinaire qui est assez puissant. Donc, hyper intéressant, notamment pour la végétalisation de talus, pour limiter l'érosion, et de grands espaces. Je vais le qualifier de mélange peut-être le plus rustique. Donc, on peut le voir également là sur une photo prise en Savoie. Les périodes de plantation, on le voit, printemps ou automne. Nous reviendrons par la suite dessus, même si on a tendance à privilégier l'automne. La densité de semis, 3 à 5 grammes au mètre carré. Et nous sommes donc sur des mélanges qui sont vraiment pérennes, puisqu'on parle d'une pérennité supérieure à 10 ans. Un second mélange, le Sedamix platine. Donc là, c'est un mélange qui est composé de 49 fleurs sauvages et de 6 graminées. Son intérêt principal, c'est vraiment sa floraison qui va être étalée de mars à octobre. Ce qui, au-delà du côté esthétique, s'avère vraiment intéressant donc pour les insectes pollinisateurs et qui vont pouvoir trouver tout au long de l'année leur nourriture. Encore une fois, un semis printemps ou automne, 3 à 5 grammes au mètre carré et sur une pérennité supérieure à 10 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Fabien, du Sedamix Premium? Premium, donc c'est un mélange qui est hyper intéressant, notamment en milieu urbain, de fait de sa faible hauteur de développement, on va parler de 30 à 40 cm, ce qui limitera la gêne ou supprimera même la gêne donc de visibilité, notamment sur les pieds de panneaux, les terre-pleins, les ronds-points. Encore une fois, un semis de printemps ou d'automne, avec une densité relativement faible, 3 à 5 grammes au mètre carré, et une pérennité supérieure à 10 ans. J'ai un dernier mélange à vous présenter, qui est le mélange arc-en-ciel. On peut le voir là. Donc, celui-ci, pour moi, je le qualifierais un petit peu de mélange hybride, puisque même s'il est composé principalement de fleurs horticoles à vocation ornementale, il assure malgré tout une pérennité de 3 à 5 ans. À partir du moment où on est sur un mélange pérenne, on est déjà un lieu ressource aussi
pour nos animaux, pour la biodiversité. Donc là, on peut le voir sur un semis qui a été fait en Savoie. On est sur une deuxième année d'implantation. Encore une fois, une implantation printemps ou automne. Un semis un petit peu plus dense, puisque là, on sera plus à 5 à 10 grammes par mètre carré. Et donc, comme je le disais, une pérennité de 3 à 5 ans. Ensuite, il nous semblait important de parler de mélange mellifère, puisque c'est aujourd'hui des choses importantes, notamment pour maintenir cette biodiversité. Je pense que Théo, tu seras plus à l'aise pour en parler. Alors voilà, on a abordé ici notre deuxième chapitre, on va dire, du webinaire, c'est-à-dire la réintroduction de la biodiversité. Alors ici, on a fait le choix de se concentrer sur des mélanges spécifiques, des mélanges mellifères. C'est-à-dire ce sont des mélanges où les fleurs sauvages ont été choisies, ils ont été conçus, ces mélanges, avec des botanistes pour apporter des espèces pollinisatrices et nectarifères. Alors on revient sur le fait que voilà, les abeilles, comme vous l'avez à l'écran, les insectes ont besoin pour vivre et se développer de pollen et de nectar. Alors le pollen, c'est des sources de protéines et le nectar sont des sucres. Et donc, on retrouve dans ces mélanges mellifères qui sont composés à 100% de fleurs d'espèces sauvages, le coquelicot, par exemple, la sauge des prés, la carotte sauvage, toutes ces espèces qui sont très pollinifères. Et ensuite, des espèces nectarifères, comme notamment, en particulier, le bleuet des champs. Donc, il y a plusieurs mélanges spécifiques pour vraiment réintroduire cette biodiversité. Il faut savoir que en 30 ans, la population d'insectes en Europe a diminué de 80%. Et nous avons tous, les acteurs du paysage, de l'environnement, un rôle à jouer dans la réintroduction, le développement, pour favoriser voilà, les habitats, recréer des habitats pour le développement des insectes pollinisateurs. Nous avons ce premier mélange qui est le mélange Sodanix nectar. Donc on voit ici la composition, on retrouve du coquelicot, on retrouve le bleuet des champs, pérennité 1 an, 60 cm. Ça c'est un premier mélange mellifère. Ensuite nous avons un second, le second sur lequel on zoome, c'est le mélange pollen sauvage. Donc là vous avez un semis avec la photo qui a été prise de la 3e année du rendu sur plate-bande sur la ville de l'Arbrel, donc dans le Rhône, où on retrouve encore en fond de les coquelicots et puis devant le bleuet des champs. Voilà pour ces mélanges spécifiques mellifères qui visent à réintroduire la biodiversité. Les gazons fleuris, c'est peut-être quelque chose de différent, mais tu peux également... Alors, on tenait à évoquer aussi les gazons fleuris, puisqu'on a conscience quand même, suite à nos visites terrain chaque semaine auprès de nos clients, qu'il y a parfois des zones où une prairie sauvage ne peut pas, il y a des contraintes, ne peut pas être semée. Des contraintes par rapport à la hauteur, par rapport à la visibilité. Donc, il y a l'alternative, si vous voulez, à la prairie sauvage, toujours en gardant ce caractère, cet intérêt écologique sur la biodiversité. Et cette alternative, c'est les gazons fleuris. Alors, les gazons fleuris présentent l'avantage de garder l'avantage d'un gazon classique en termes de hauteur, de rendu, et puis de garder les caractéristiques d'une prairie. Alors, on revient sur les caractéristiques, c'est la résistance à la sécheresse, c'est le piétinement, c'est l'intérêt aussi pour la biodiversité. On a plusieurs mélanges à vous proposer. On a le premier mélange qui est le mélange Sedamix gazon fleuri. Alors là, on a un mélange qui est composé à 80% de graminées sauvages et 20% de fleurs sauvages. Donc les fleurs sauvages, c'est essentiellement aussi des vivaces. Et là, on vient répondre à une problématique de couvert végétal en gardant les avantages du gazon et de la prairie. On a aussi un second mélange que l'on peut proposer, un peu plus économique, on va dire. C'est le mélange Sedamix label avec fleurs. Donc là, on a un mélange qui est composé de 98% de graminées sauvages et 2% de fleurs. C'est essentiellement des œillets prolifères et puis de la pâquerette. Donc ça, c'est le deuxième mélange de gazon fleuri que l'on peut proposer. Sur le semis, on conseille un semis d'automne, puisque ça va mieux réussir. On est sur des espèces où la croissance est assez lente et l'automne, on est moins influencé par les adventices
Donc, le semis d'automne est à privilégier. Mais la transition est toute trouvée puisqu'on va aborder maintenant la technique du semis des prairies et des gazons et Fabien va revenir tout de suite là-dessus. Je te remercie Théo. Effectivement, ça nous semble important de faire un petit point sur le semis et également sur l'entretien de ces prairies fleuries, puisque comme tu le disais tout à l'heure, on est chacun régulièrement sur le terrain et je crois que c'est des problématiques que vous rencontrez régulièrement. Je veux semer de la prairie fleurie, je suis convaincu des bienfaits de la prairie fleurie, mais j'ai pas forcément toujours de super résultats. J'affirme pas que tous les conseils qu'on va vous donner c'est garanti parce qu'il y a une part aussi de conditions météo, d'ensoleillement, de zones ventées, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, il y a quelques techniques déjà qui nous semblent importantes de refaire le point pour se mettre le plus de chances de notre côté. Donc sur le semis. Alors, je vais déjà parler de période. Idéalement, quand on est sur de la prairie sauvage, donc on est sur des mélanges qui sont pérennes, on l'a vu tout à l'heure, j'aurais toujours tendance à privilégier l'automne, qui sont des périodes où on a le sol qui est chaud, on a de l'humidité, on a du coup des plantes indésirables qui sont moins vigoureuses, et donc une germination qui est logiquement un petit peu plus rapide qu'au printemps. Ça va être la première chose. Ensuite, pour ce qui est vraiment du semis, quelques petites règles, ça va déjà être premièrement sur le support. Donc vraiment d'avoir supprimé vraiment toute l'ancienne couverture végétale, d'être vraiment sur un sol propre. J'aurais tendance à dire, dans la mesure du possible, du temps, de la main-d'œuvre et toutes ces choses-là, si vous pouviez procéder à un faux semis une quinzaine de jours avant, ce serait l'idéal. Le troisième point, c'est une préparation vraiment fine du lit de semis. C'est une même préparation qu'un gazon. La différence, par contre, ensuite, c'est qu'on ne prévoit pas d'enfouissement de la graine une fois qu'on a semé, mais simplement un tassement au rouleau. Par contre, c'est là qu'on demande vraiment de la patience de chacun, c'est que généralement, la prairie fleurie met un petit peu de temps à germer. On peut aller entre 4 et 8 semaines. Certaines semences ne germeront d'ailleurs que vraiment plus tard, et c'est d'ailleurs là la richesse de la prairie fleurie sauvage, c'est une évolution de cette prairie et du rendu qu'on va avoir dans les années, puisque certaines variétés vont être amenées à disparaître et d'autres apparaître. Sur la méthode de semis, pour moi, je vois vraiment deux méthodes. Une méthode donc à la volée traditionnelle ou une méthode à l'hydroseeding. Premièrement, à la volée, la complexité, c'est effectivement de semer avec la bonne densité. On l'a vu tout à l'heure, 3 à 5 grammes au mètre carré. Certains mélanges vont monter jusqu'à 10 grammes. Vous connaissez tous la complexité de respecter ce poids-là. Sur un gazon traditionnel, on va plutôt être à 30 ou 40. Donc l'alternative, ce serait pour nous de mélanger donc votre mélange grainier avec un charbon ou de la zéolite, produit qu'on sera en mesure de vous proposer également, pour entre guillemets vous créer de la matière dans la main et pouvoir faire un semis à la volée plutôt homogène et régulier. Au-delà d'avoir ce semis régulier, c'est que le charbon ou la zéolite permettront de conserver également un petit peu d'humidité dans le sol pour favoriser la germination un petit peu plus rapidement. La deuxième méthode pour le semis, ça va être l'hydroseeding. Hydroseeding, donc semis par projection. Un mélange dans une cuve donc de mulch, de biostimulants, de fixateurs et de graines. Et vous projetez sur votre sol. Là, encore une fois, l'ensemble des équipes EcoVert seront en mesure de vous accompagner sur ces techniques de semis qui sont peut-être un petit peu moins courantes. Donc, hydroseeding, on pense très souvent à végétalisation de talus, mais ça peut être également de la végétalisation de grandes surfaces planes et un petit peu de simplicité à mise en œuvre. Et le deuxième point, pour justement assurer la pérennité de notre prairie, c'est l'entretien. On parle bien de fauche et pas de broyage. Donc, on va vous conseiller 2 fauches par an, une fin juin, début juillet et une autre à l'automne en octobre. Il est important vraiment, par contre, d'enlever les fans de vos fauches pour éviter l'enrichissement du sol, qui du coup, un sol trop enrichi n'amène pas forcément une biodiversité. Petit conseil pratique, si vous avez la possibilité, c'est de conserver 10% de votre espace non fauché durant l'hiver. Ça sera un lieu propice à nos pollinisateurs, nos insectes, pour cette biodiversité qui trouve un lieu refuge durant l'hiver. Comme on le disait tout à l'heure,
pas d'apport d'engrais et pas d'arrosage. L'arrosage, vous pouvez le faire initialement au semis si jamais le terrain est un peu sec, mais pas une fois votre prairie implantée. C'est tout l'intérêt de faire aussi des économies par rapport à la consommation. Complètement. C'est complètement ça. C'est de se dire, une fois que notre prairie est implantée, on a l'entretien à assurer les 2 fauches par an, mais on n'a pas de coût complémentaire d'entretien avec de l'engrais, avec de l'arrosage. Donc, au-delà du coût de l'eau aussi, c'est aussi le manque d'eau qu'on peut rencontrer de plus en plus souvent. Voilà, donc nous en avons fini pour la présentation. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse maintenant échanger à travers vos différentes questions. Donc, on va se connecter là tout de suite avec Théo sur le chat. On peut le voir là, un mélange champêtre 100% fleurs sur la ville de Rives. Donc, on est sur une 2e année. C'est bien ça, Théo? Parce que je crois que c'est ton secteur. C'est bien ça, vous avez à l'écran, voilà, c'est magnifique prairie fleurie du mélange champêtre 100% fleurs sauvages. Alors, la mis du temps à s'installer là sur la ville de Rives, puisque c'est un de mes clients, la ville de Rives. Et puis, voilà, le rendu sur la 2e année sur cette plate-bande avec du coup beaucoup de marguerites qui ont pris le dessus sur le mélange. On est à disposition de vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques via le chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Je me permets, s'il y a des questions à l'oral ou d'autres questions par chat qu'on ne pourra pas traiter, je vous propose de vous rapprocher de vos interlocuteurs, donc du commercial avec qui vous avez l'habitude d'échanger, qui pourra répondre à toutes vos questions. C'est là, tu as des questions? Écoute, j'avais une question, si on pouvait récupérer la présentation. Alors la présentation, effectivement, donc elle sera disponible, donc la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube Écovert. Et ensuite, tu m'arrêtes, Célia, si je me trompe, parce que tu travailles dans l'ombre là. Les personnes ne te voient pas, mais on aura également la présentation PowerPoint qui sera disponible pour vous et également en appui commercial auprès de vos clients par la suite. Est-ce que nous avons quelques questions, quelques remarques? Oui, moi j'ai plein de questions. Vous m'entendez? Ah, on vous écoute, madame. Ah oui, bonjour, parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Clotilde Duvaux, oui, je voulais savoir parce que là, vous nous montrez des photos très en fleurs, mais évidemment, tout ça, ça graine. Et donc, vous privilégiez, vous conseillez un semis en juillet et en octobre, c'est ça? Non. Pas un semis, une non, fauche. un semis. Non, je parle de la fauche, pardon. Une fauche en juillet, ça veut dire que est-ce que ça veut dire que vous concevez les mélanges pour qu'il y ait un optimum de floraison à un moment donné qui correspond en gros à vos photos? Mais qu'est-ce qu'il advient après quand ça fane? Quelle est la façon dont c'est reçu quand ça fane, notamment dans les villes ou si vous avez des grands clients privés, quand ça fane, c'est compréhensible par les gens? Et comment est-ce que vous choisissez la meilleure période plus finement de fauche pour que la biodiversité soit le mieux respectée? Parce qu'il y a toujours des fleurs qui fleurissent après les autres et il y en a, j'imagine qu'il y en a quand même toujours un peu en fleurs quand vous fauchez. Il y en a en graines. Voilà. Oui, je comprends votre question. Effectivement, c'est sûr que au moment où on va aller sur la première fauche, on parle encore une fois de conditions optimum de développement de la plante et des conditions météo qui s'y prêtent. Donc, de fauche, au moment où vous faites votre fauche, vous allez avoir un temps où là, vous allez avoir un tapis végétal vert. Il va falloir laisser le temps à chaque plante de reprendre son développement et avoir très rapidement un petit peu de floraison, mais que sur certaines variétés. Donc ça, effectivement, il y a un petit temps entre guillemets où ça peut être un petit peu moins esthétique, dirons-nous.
En fait, il y a 2 faux qu'on conseille. La première, elle est autour du 14 juillet. C'est une date pour laquelle ça permet de mémoriser. Ça vient nettoyer votre prairie. Ça vient aussi la rééquilibrer, empêcher le fait qu'il y ait une espèce qui prenne le dessus sur les autres. Donc oui, alors, il faut faucher durant cette période quand vous êtes en floraison. Après, elle se renouvelle et elle repart pour une deuxième floraison. Après, sur le semis, c'était aussi, je crois, votre question, on insiste sur le fait que ce soit bien à l'automne. Vous pouvez aussi faire des semis de printemps, mais bien à l'automne. Donc voilà, sur le semis l'automne et sur les faux, 2 faux dans l'année pour nettoyer. Je sais pas si je réponds bien à votre question. Oui. Et donc, le nettoyage, vous le faites avec quel outil? Le nettoyage avec râteau pour vraiment supprimer les fans. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de les supprimer, ces fans-là. Donc, râteau, trident, je dirais qu'après, les appellations peuvent être différentes aussi suivant les régions. Mais oui, râteau à feuilles, râteau à gazon, c'est l'idéal. Par contre, vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, on exporte les fans, pas de broyage, pas de tondeuse sur ces espaces-là qui vont ramener autrement de la matière, et du coup qui gêneront en fait la diversité de développement des plantes. D'accord, donc on ratisse manuellement pour enlever les fans. C'est ça. C'est ça. Mais Voilà. si par exemple on plante sur une grande prairie, je sais pas, 1 hectare, qu'est-ce qui peut remplacer le râteau? Bon, après, c'est une question. L'essentiel, c'est je sais pas, qu'est-ce qui peut remplacer le râteau? Il faut exporter. Après, on se rapproche effectivement là sur des tels espaces, sur de l'entretien, c'est presque de l'agricole, où là on passerait sur des endéneurs. Un outil agricole qui est les mêmes outils c'est ça, qui pourrait du coup donc un endéneur pour faire vos embins et que vous exportez par la suite. Voilà. Bien, je me permets de te couper parce qu'on a quand même beaucoup de questions dans le chat. Il nous reste moins de 10 minutes. Comme question, nous avons: bonjour, pouvez-vous donner les caractéristiques du mélange pollen sauvage, s'il vous plaît? Alors, le mélange pollen sauvage, donc c'est un mélange mellifère. Les caractéristiques, c'est des fleurs pollinisatrices et puis des parifères. Vous avez, on peut fournir à chaque fois des fiches techniques où vous avez l'ensemble des fleurs sauvages de ce mélange. Les caractéristiques, il y a une pérennité qui est de 5 ans et plus, donc un peu plus que pour le premier mélange qui a été présenté. C'est-à-dire les 2 mélanges qui ont été présentés, nectar, qui a une pérennité de 1 an, et le deuxième de 2 à 3 ans, le mélange pollen et miel. Donc voilà, c'est des fleurs surtout mellifères choisies pour apporter du pollen, donc qui permet la reproduction sexuée des végétaux et puis des protéines pour les abeilles. Merci Théo. Autre question: quelle technique sur une pâture naturelle en pente, 30%, et quelle préparation du sol, difficulté d'accès mécanique? Là, c'est plutôt la technique. Alors, sur la pente, on privilégie plutôt la technique de l'hydroseeding, puisque l'accès est plus compliqué. On va pouvoir projeter avec un hydroseeder la graine sur la zone entière. La graine va venir se coller avec le mélange de l'hydro, donc éviter l'érosion aussi par rapport à la pluviométrie ou autre. On vient vraiment avoir une graine qui vient se fixer sur le sol, être en contact du sol. Donc, par rapport à la technique, nous, on privilégie l'hydroseeding. La technique de l'hydroseeding pour des sujets en pente, pour des zones en pente. Effectivement, que l'hydroseeding me semble plus approprié pour ces espaces-là. Par contre, on reconnaît qu'effectivement, que la préparation reste toujours un petit point un petit peu compliqué sur les talus, notamment sur la suppression de l'ancienne couverture végétale. Où là, ça va demander à chacun de s'adapter. Et en tout cas, c'est vraiment l'idée de sortir au plus l'ancienne couverture végétale. Il faut que vous parveniez à avoir une surface propre, désherbée, à nu, pour qu'on puisse ensuite semer. Voilà. Merci. On passe à la dernière question et puis après, je propose à tous nos participants de se rapprocher de leur écouvert le plus proche parce que on va être coupé. Dernière question du coup, il y a beaucoup d'exemples côté est de la France. Y a-t-il des mélanges plus adaptés côté sud?
Alors, tous les mélanges que nous proposons sont composés, dans les mélanges de prairies sauvages, sont composés d'espèces de graminées qui ont été sélectionnées pour leur qualité rustique et notamment leur résistance à la sécheresse. Je pense que c'est un peu l'idée de la question par rapport au climat du sud qui serait plus chaud, où la chaleur serait plus importante. Tous les mélanges que l'on propose présentent cette caractéristique de résistance à la chaleur et à la sécheresse. Le mélange champêtre est un mélange, par exemple, qui est tout à fait propice à une réussite sur les mélanges du sud. Au global, il n'y a pas un mélange qui serait plus adapté qu'un autre sur les régions du sud de la France. Vous avez l'ensemble des mélanges qui peuvent s'y adapter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci. Je crois que on a tenté de répondre au mieux aux différentes questions. Il y en a probablement d'autres qui vont vous venir par la suite. Donc là, ça sera vraiment important de se rapprocher de vos différents interlocuteurs Ecover. On a également différents catalogues pour vous présenter nos gammes de prairies fleuries. Voilà. Avant de vous quitter, je veux simplement, merci Théo, du coup, pour m'avoir accompagné aussi sur ce webinaire. Vous avez pu entendre, mais vous ne l'avez pas vu, Célia qui faisait le travail dans l'ombre et qui nous lisait les questions. Donc, merci à Célia pour l'accompagnement. Merci aux différents Ecover pour les photos que vous avez pu envoyer de réalisation. Et puis surtout, merci à tous d'avoir participé et répondu présent sur ce webinaire. Donc, comme je disais, on reste à dispo pour continuer à échanger sur le sujet de vive voix sur nos secteurs respectifs. Merci à tous. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos techniciens Ecover pour rentrer encore un peu plus dans le détail des prairies fleuries. Merci pour votre écoute. À bientôt. Merci.